Bonjour à tous, je suis Frédéric Rio, je travaille au marketing de Schneider France. Nous avons pris l'habitude de nous retrouver mensuellement pour ces webinaires en lien avec le programme My Schneider Bureau d'études. Lors d'une enquête précédente, vous nous avez demandé que l'on aborde les décrets tertiaires et BAX. Mais avant de rentrer dans le détail de ces décrets, on va prendre un peu de recul. Nous avons tous collectivement un objectif de limiter l'augmentation de la température qui est liée à nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on fait simple, hausse des températures va engendrer des dérèglements climatiques, hein, et ces dérèglements climatiques peuvent menacer les économies, les écosystèmes et l'agriculture. Donc, si on doit prioriser nos actions, l'Agence internationale de l'énergie euh, nous dit que plus de trois quarts des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'énergie. Et si on fait une analyse par secteur, 40% de la consommation provient des bâtiments. Cela représente 300 000 bâtiments, dont la quasi-totalité n'ont pas de système de pilotage actif. Le management de l'énergie dans ces bâtiments devient alors un levier crucial pour la réduction des émissions de GES, gaz à effet de serre. Nous allons donc aborder trois sujets aujourd'hui. Le dispositif éco-énergie tertiaire, couramment appelé décret tertiaire, le décret BAX, qui signifie GTB, et aussi une autre piste d'économie de gaz à effet de serre, qui est la flexibilité, qui permet de limiter ponctuellement le recours aux productions d'énergie. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de trois experts qui vont aborder ces sujets à tour de rôle. Et avant de passer la main à Frédéric, juste un petit rappel. En bas à droite, vous avez une petite bulle qui va vous permettre de poser des questions tout au long de ce webinaire. N'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau et puis on vous répondra soit directement, soit à la fin de ce webinaire. Hop, je suis en train de passer la main à Frédéric. Voilà, Frédéric, tu as la main. Merci Frédéric. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Frédéric Rosenstein du service bâtiment de l'ADEME. Et donc je vais vous présenter donc les grands principes on pourra aller vite, du décret tertiaire, hein, de dispositif éco-énergie tertiaire. Et je passerai du temps ensuite sur les dispositifs d'accompagnement, enfin certains dispositifs d'accompagnement, parce qu'il y en a quand même pas mal, donc pour mettre en œuvre ce dispositif. Alors, tout d'abord, donc revenir sur quelques chiffres clés à l'échelle nationale. Donc, le secteur du bâtiment, c'est 46, enfin près de la moitié de la consommation énergétique en France, et ça représente un quart des émissions de gaz à effet de serre. Pour ce qui est du secteur tertiaire, des bâtiments à usage tertiaire, c'est 1 milliard de mètres carrés chauffés, et ça représente un tiers de la consommation énergétique du secteur du bâtiment. Donc, voilà pourquoi cette réglementation a été mise en place, parce qu'il y a des enjeux importants sur ces bâtiments-là. Donc on parle d'assujettissement, c'est-à-dire que les acteurs qui sont, soumis à cette réglementation, ce sont des assujettis, et le critère d'assujettissement, bien c'est la surface. Donc en fait, c'est le seuil, il y a un seuil de surface qui a été fixé, donc de 1 000 m². Donc c'est à l'échelle d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment à usage tertiaire, mais qui fait partie d'un ensemble plus important, dont la surface totale des activités tertiaires est supérieure à 1 000 m², ou un ensemble de bâtiments situés sur une même, unité foncière. Donc c'est toute activité tertiaire qui est concernée, donc publique comme privée, donc également les bâtiments de l'État. Et puis il y a quelques, rares exemptions à cette, réglementation, donc les constructions provisoires, les lieux de culte, les bâtiments à fin de défense, de sécurité civile et sûreté intérieure. Donc toutes les activités tertiaires sont concernées, hein, donc les commerces, les bureaux, l'enseignement, sport, culture, café, hôtel, restaurant, logistique, gare, aérogare, data center. Hem Et également, ceux qui sont concernés, c'est autant les propriétaires que les locataires. Alors quel est l'objectif, de cette réglementation? Là où cette réglementation est innovante et ambitieuse, c'est qu'elle fixe des objectifs de résultat. Donc contrairement au décret BAX, hein, qui sera abordé plus tard, qui est un objectif de moyens, là, il y a un objectif de résultat,
de réduction de la consommation énergétique, tous usages. Donc là, ça diffère de la réglementation, par exemple, sur le neuf, hein, qui concerne que 5 usages. Donc ça concerne toute la consommation énergétique mesurée finalement au niveau du compteur général du bâtiment et elle est exprimée en énergie finale. Alors il y a 2 types d'objectifs, hein. Les objectifs peuvent être exprimés de 2 façons, soit en valeur relative, soit en valeur absolue. Il y a 3 échéances à respecter. Donc une première échéance 2030, deuxième 2040 et deuxième 2050. Donc pour chaque échéance, l'objectif en valeur relative donc, c'est 40 en 2030, 50 en 2040, 60 en 2050, donc de réduction de la consommation d'énergie par rapport à une consommation de référence, dont l'année de référence ne peut être antérieure à 2010. Il y a possibilité également d'atteindre un objectif en valeur absolue, donc c'est une consommation d'énergie seuil, définie en fonction de la catégorie du bâtiment. Alors pourquoi ces 2 types d'objectifs? Donc je vais le montrer sur un exemple un peu théorique. L'objectif en valeur relative s'appliquera plutôt pour des bâtiments moins performants et l'objectif en valeur absolue plutôt sur des bâtiments, plus performants où le gisement d'économie d'énergie est plus faible. Donc ça, c'est un exemple pour illustrer les 2 possibilités qui s'offrent, à l'assujetti. Donc le cas numéro 1, c'est un bâtiment peu performant, donc avec une consommation de référence CREF 1 et l'objectif en valeur relative de moins 40 c'est CRELAT 1. La valeur absolue, CEAPS, elle est valable autant pour, le bâtiment qui est peu performant ou le bâtiment qui est plus performant pour la même activité. Donc on voit que pour le bâtiment peu performant, il aura plus intérêt à atteindre la valeur CRELAT 1 que le CEAPS. Par contre, pour le bâtiment plus performant, il aura plus intérêt à atteindre la valeur, absolue, le CEAPS qui est au-dessus de CRELAT 2. Donc les valeurs absolues, sont définies, pour la première échéance, 2030. Et l'échéance 2040, eh bien, elles seront définies à partir de 2031. Alors comment atteindre ces objectifs? Quels sont les leviers d'action? Alors tous les leviers d'action, possibles sont comment dire? Peuvent être mis en œuvre. C'est une obligation de résultat, c'est pas une obligation de moyens, donc on peut utiliser tous les leviers d'action possibles. Donc évidemment, il y a l'isolation des bâtis pour réduire les besoins de chauffage, de rafraîchissement. Il y a l'installation d'équipements, plus performants avec un meilleur rendement ou également de dispositifs BACS, donc qui seront abordés plus tard. Puis une meilleure exploitation des équipements, une sobriété aussi des utilisateurs, des occupants du bâtiment, mais également aussi la possibilité d'autoconsommer du photovoltaïque puisque vu du compteur général, du photovoltaïque autoconsommé, ça revient au même qu'une réduction de la consommation d'énergie. Donc c'est une réglementation qui est ambitieuse avec un objectif de résultat, mais en même temps elle est très souple et flexible en matière de levier d'action. Donc des possibilités de moduler les objectifs, suivant différentes contraintes. Donc il peut y avoir des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, hein, voilà des bâtiments de caractère patrimonial, on sait bien que ça va être plus compliqué de faire par exemple de l'isolation du bâti par l'extérieur. S'il y a des changements d'activité aussi, ça sera pris en compte dans la définition des objectifs. Il y a la possibilité de moduler les objectifs en fonction de l'évolution du volume d'activité. Donc ça, c'est calculé automatiquement par la plateforme Opera, j'y reviendrai plus tard. Et puis de prendre en compte aussi les contraintes économiques. Donc là, il y a des critères, en temps de retour, définis par typologie d'action d'économie d'énergie. Donc par exemple, l'isolation sur le bâti, si le temps de retour, de l'isolation sur le bâti est supérieur à 30 ans, on pourra, à travers un dossier technique basé sur un audit énergétique, prendre ça en compte pour, moduler l'objectif et donc réduire l'objectif, le cas échéant. Donc pour mettre en œuvre aussi cette réglementation, il faut s'appuyer donc sur une plateforme qui s'appelle Opérat, donc qui est développée et mise en œuvre, par l'ADEME. Donc c'est vraiment le support numérique, pour, déclarer ses consommations d'énergie, déclarer son patrimoine, déclarer sa consommation de référence et donc, suivre, l'avancée, l'atteinte de ses objectifs.
Donc chaque année, les assujettis doivent, remonter les consommations d'énergie de leurs, bâtiments, que ce soit les propriétaires et les occupants. Et donc chaque année, il est prévu la production d'une attestation annuelle des consommations avec la situation, par rapport aux objectifs. Donc une interopérabilité est comment dire? Est prévue aussi avec les outils de suivi de consommation, que peuvent posséder les assujettis. Donc il est prévu également un affichage donc des résultats annuels, à travers notamment une notation éco-énergie tertiaire. Donc cette réglementation, elle va avoir un impact, important sur, les relations bailleurs, locataires, sur la valeur verte des bâtiments, puisqu'il va y avoir ces attestations qui vont être produites et qui vont donc rendre compte, de la performance de ces bâtiments par rapport aux objectifs qui doivent être atteints, dans le cadre de cette réglementation. Donc il est prévu aussi un dispositif, évidemment, comme toute réglementation, de contrôle et de sanction. Donc il y a des pénalités qui sont prévues et aussi la notion de name and shame avec la publication de la liste des assujettis qui sont en infraction. Donc à l'heure actuelle, voilà l'état du remplissage d'Opéra, pour ce qui est des données déclarées de consommation énergétique. Donc c'est en 2023 sur les années l'année 2021 de consommation. Donc on voit que, bon, la totalité du parc n'est pas encore déclarée, mais il y a quand même un état d'avancement, assez, important. Donc voilà la liste, des principales références réglementaires. Alors ce que j'ai pas dit, c'est qu'Opéra, c'est pas simplement une plateforme, de déclaration des données, c'est aussi, une ressource documentaire, donc il y a évidemment tous les textes, réglementaires, il y a également une FAQ, hein, donc là vous aurez vraiment toutes les réponses aux questions, parce qu'il y a beaucoup de questions évidemment qui peuvent se poser, c'est un système, relativement complexe. Donc voilà les principales références réglementaires, notamment les derniers arrêtés, sur les valeurs absolues. Donc ils fixent, le CEAPS, hein, que j'ai cité auparavant, pour les différents types d'activités. Donc toutes les activités n'ont pas encore leur valeur, définie par arrêté, hein. Donc voilà la liste, des catégories d'activités, qui font l'objet d'arrêtés. Bon, je ne rentre pas dans le détail, ça concerne vraiment tous les types d'activités, hein, ce que j'avais cité de manière plus macro, auparavant. Donc à l'heure actuelle, ça va être un quart, un tiers des activités dont les valeurs sont définies par arrêté. Donc le dernier arrêté fixe par exemple les valeurs pour, les hébergements touristiques, principalement. Donc Opéra, je disais, c'est une ressource documentaire importante, donc il y a la FAQ, il y a beaucoup de documents, de communication, il y a des guides utilisateurs pour, utiliser Opéra avec des vidéos de démonstration. Et pas mal de guides et de vidéos, sur différents sujets, plus ou moins pointus qui concernent cette réglementation. Et donc le ministère doit, mettre en place aussi doit mettre sur Opéra une dizaine de vidéos, pour approfondir, certains sujets, des vidéos d'une demi-heure environ. Prochainement, ça doit être fait prochainement ça. Donc ça, c'est les 2 contacts principaux sur, la réglementation. Un contact sur Opéra, donc si vous avez des questions, sur le fonctionnement d'Opéra, c'est operatatadem.fr et puis des questions, plus vraiment sur la réglementation, et donc là, c'est un contact au niveau du ministère. Donc comment mettre en œuvre, cette réglementation? Comment mettre en œuvre ces actions-là? Donc, bon, là, je vous présente une démarche, très générale finalement d'une stratégie de rénovation énergétique. C'est un peu tiré de l'ISO 50001, d'une démarche d'amélioration continue. Donc je ne vais pas détailler toutes les étapes, mais en gros, c'est un schéma d'amélioration continue. On part d'une définition d'une politique énergie environnementale. Il faut définir des moyens humains, une organisation interne, connaître son patrimoine, ses bâtiments, les consommations d'énergie, et avoir une vision à plus ou moins long terme sur l'évolution de l'usage de ces bâtiments. Définir une stratégie, un plan d'action, mettre en œuvre des actions qui concernent à la fois la maîtrise de l'énergie, mais aussi les ENR, et puis suivre, vérifier, faire un reporting,
mettre en place des indicateurs de suivi, notamment grâce au BACS. Et donc sur chacune de ces étapes-là, eh bien, il peut y avoir des dispositifs d'accompagnement. Donc par exemple, sur les moyens humains, il peut y avoir des économes de flux, financés par le programme ACTE ou des conseillers en énergie partagée, financés par l'ADEME. Il peut y avoir des audits énergétiques, des stratégies énergétiques. Évidemment, il y a les aides à l'investissement. Donc je ne vais pas détailler tous les dispositifs d'accompagnement parce qu'ils sont, assez nombreux. Et ils sont tous répertoriés, enfin la plupart sont répertoriés sur 2 sites. Donc sur le tertiaire public, c'est Aide Territoire, et pour les TPE-PME, c'est, donc le site Mission Transition écologique, qui a été mis en place par les pouvoirs publics, dernièrement. Donc je vais faire un focus sur quelques dispositifs, donc d'abord pour le tertiaire public. Alors tout d'abord, le schéma directeur immobilier énergétique. Donc pour un maître d'ouvrage qui a, un patrimoine, dispersé avec différentes activités, et un patrimoine relativement important, donc ça peut être le cas d'une commune, d'un département, d'une région. Il est important d'avoir une vision, globale à moyen et long terme, de savoir ce que va devenir ce patrimoine et comment intégrer, les objectifs du décret tertiaire, dans les stratégies d'investissement. Donc on a mis en place une méthodologie, donc qui s'appelle le schéma directeur immobilier énergétique, donc avec un cahier des charges, et on propose, donc l'ADEME propose une aide, pour, des AMO, pour aider donc les collectivités à mettre en place un SDIE. Le programme ACTE, donc qui est un programme C2E, porté par la FNCCR, propose également des aides pour, mettre en place un SDIE. Donc ça, c'est une première étape importante pour un maître d'ouvrage public, qui a un certain nombre de bâtiments. Donc l'étape d'après, c'est comment mettre en œuvre vraiment des actions, d'économie d'énergie. Donc il peut y avoir différents outils, enfin différentes démarches, et notamment le contrat de performance énergétique et la démarche de commissionnement. Si on voit en haut, voilà, les étapes d'un projet, de rénovation énergétique, donc il y a d'abord un programme, ensuite la conception, les travaux et l'exploitation. Bon, une démarche de commissionnement, c'est une démarche qualité, qui permet, d'assurer, une bonne coordination entre les différents acteurs de la conception à l'exploitation, qu'il y ait une bonne interface entre ces acteurs-là, et d'assurer donc une qualité dans la mise en œuvre du projet de rénovation énergétique, et donc d'atteindre des résultats énergétiques, qui étaient, prévus au moment du programme. Une autre démarche, c'est une démarche qui est plus, contractuelle, avec une obligation de résultat, comme pour le décret tertiaire, c'est le contrat de performance énergétique, où là, on a un contrat global qui est porté par un opérateur, qui prend en charge la conception, les travaux, l'exploitation, et qui garantit une économie d'énergie par rapport à une situation de référence. Donc là, l'ADEME, apporte aussi un soutien pour des AMO, de contrats de performance énergétique et des démarches de commissionnement. Donc là, la cible, c'est les collectivités. Et donc on apporte une aide, donc de 50 pour cette mission d'AMO. Alors à noter que depuis mars 2023, il y a la possibilité, pour les collectivités, de mettre en place ce qu'on appelle le paiement différé, donc d'ajouter aux prestations de conception, travaux, exploitation dans le cadre d'un CPE, le financement apporté par l'opérateur, dans le cadre d'un marché public. Et donc le programme ACTE et l'ADEME allons lancer prochainement un appel à projets pour, soutenir les collectivités, pour expérimenter ce nouveau dispositif donc de CPE avec, tiers financement. Donc c'est maintenant, si on fait un zoom sur certains dispositifs pour le tertiaire privé, heu, alors ah ouais, là ça passe très mal en PowerPoint, la couleur. Donc là, c'est le diag, Perfimo, donc qui est proposé par la BPI, la Banque publique d'investissement. Donc c'est un audit énergétique, qui s'adresse aux PME, ETI, aux grands groupes français, donc propriétaires ou crédit-preneurs, de bâtiments à usage tertiaire. Heu, alors moi j'ai un affichage tout en rouge, j'ai du mal à lire. Bon, en gros, c'est, donc un audit énergétique, on va dire ça classique, avec les étapes d'un audit énergétique, donc l'état des lieux, le bilan énergétique, les définitions d'objectifs de performance, donc
calé sur les 3 scénarios du décret tertiaire avec, la proposition d'un programme d'amélioration chiffré et ce diagnostic est donc, bénéficie donc d'une subvention de l'ADEME depuis novembre, 2023, donc de 40. Donc à noter que la BPI, a effectué à travers des AMI aussi un référencement donc de bureaux d'études, donc qui proposent cette prestation aux entreprises. Alors en parallèle de ça, nous l'ADEME, on expérimente sur, 4 régions, donc Bretagne, Corse, Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. Donc ce qu'on appelle le booster entreprise, donc c'est un parcours, d'accompagnement pour, les entreprises, qu'elles soient assujetties ou non au décret tertiaire, hein. Donc pour les non assujettis au décret tertiaire, là, il y a un accompagnement, qui va de l'audit énergétique, l'accompagnement aux actions à temps de retour rapide, jusqu'à une phase 3 qui est, donc on soutient une mission de maîtrise d'œuvre ou d'AMO-CPE pour, mettre en œuvre un programme de rénovation énergétique, qui soit, qui atteigne les objectifs du décret tertiaire. Et pour ceux qui sont assujettis au décret tertiaire, donc ils bénéficient d'abord du diagnostic, Perfimo donc de la BPI et ensuite, suite à ce diagnostic-là, si l'entreprise décide de passer à l'action et de faire un projet de rénovation énergétique, peut bénéficier donc d'une aide à la mission de maîtrise d'œuvre. Donc avec, différents objectifs suivant si c'est une PME ou une entreprise de taille intermédiaire. Et enfin, un dernier dispositif, d'aide, donc là, ça concerne le fonds chaleur. Donc il y a des aides à l'investissement, bon évidemment les certificats d'économie d'énergie, vous devez connaître. Il y a le crédit d'impôt pour les entreprises et puis il y a le fonds chaleur. Alors le fonds chaleur, ça concerne la chaleur renouvelable. La chaleur renouvelable peut contribuer aussi à l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Par exemple, une pompe à chaleur, géothermale, si, dans un bâtiment de référence, il y a une chaudière gaz ou une chaudière fioul, que vous la remplacez par une PAC, déjà, le fait que l'objectif soit exprimé en énergie finale du décret tertiaire, vous allez réaliser, une économie en énergie finale assez importante. Mais on a souhaité donc, mettre en place un appel à projet, donc c'est décarboner le tertiaire. Donc la cible là, c'est des entreprises, multisites qui ont des sites sur plusieurs régions en France, donc qui proposeraient dans cet appel à projet entre 5 et 20 sites, à équiper en chaleur renouvelable. Mais on fixe nous un objectif, d'atteindre l'objectif, 2040, donc d'anticiper l'objectif 2040, du décret tertiaire. Donc sur la durée d'un contrat, qui sera entre 5 et 7 ans, donc pour installer, pour équiper ces 5 à 20 sites. Hem et donc il y a une aide financière donc sur des études de faisabilité, de chaleur renouvelable et évidemment sur les investissements. Donc, l'aide, peut être assez importante, hein, parce que ça peut représenter 15 millions par bénéficiaire pour l'ensemble des sites et donc la date, limite de remise des candidatures, c'est le 21 mars 2024. Voilà, j'en ai terminé, pour ma présentation et je passe la main à Caroline. Caroline. Merci Frédéric. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Très bien, ouais, je peux pas te répondre, mais très bien. Super. Donc Frédéric de l'ADEME vous a présenté, entre autres, le décret tertiaire, qui est une obligation, de résultat et je vais commencer, ma présentation, en vous parlant du décret BAX, qui est une obligation, réglementaire de moyens. Alors BAX, qu'est-ce que ça veut dire? Hem alors, c'est pas repasser son bac, comme on le dit parfois. C'est l'acronyme de Système de contrôle et d'automatisation pour les bâtiments. Donc c'est un décret, je pense que vous le savez un peu tous ici, qui oblige l'installation de GTB et de contrôle continu, et l'automatisation des équipements de CVC. Donc cette obligation, réglementaire, elle s'adresse, au marché, au segment tertiaire. Donc on parle des bâtiments qui font entre 1 000 et 5 000 m². Hem et donc qui est concerné? Tous sont les bailleurs ou
les propriétaires de bâtiments tertiaires dès lors que le chauffage et le système de climatisation ont une puissance nominale utile supérieure à 290 kW pour les bâtiments existants et supérieure à 70 kW pour les bâtiments neufs. Donc, il y a une obligation d'ici au 1er janvier 2025 de s'équiper d'une gestion technique du bâtiment pour tous les bâtiments existants et en 2027 pour les bâtiments neufs. Donc ici, on est vraiment dans un besoin de réduction de la facture énergétique et donc une mise en place d'un arsenal réglementaire pour implémenter de la mesure, mais aussi du pilotage. Donc, ce qui est nouveau, c'est vraiment ce passage à 1000 mètres carrés, donc une extension du périmètre des bâtiments concernés. Donc, c'est une réglementation qui rentre dans tout un contexte normatif et réglementaire, que ce soit à l'échelle mondiale, chez les grands dirigeants du monde, tout ce qui est Europe, avec notamment l'ANF ISO 52120-1 qui définit 4 classes de... pardon. Ah j'ai une question qui apparaît. Non, c'est pas grave. 4 classes de performance pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, des moyens de régulation installés pour les usages principaux. Donc, on parle de CVC, d'éclairage, eau chaude et stores. Voilà. En France, on a aussi la norme RE 2020 qui est la plus récente réglementation environnementale qui concerne la construction des bâtiments neufs. Donc, elle vise vraiment à réduire l'empreinte carbone des bâtiments et à promouvoir les énergies renouvelables. Elle est obligatoire pour tous les bâtiments publics neufs depuis 2018 et elle est applicable depuis le 1er juillet 2022 aux bureaux et aux bâtiments d'enseignement primaire et secondaire. Donc, tout ça intervient dans un cadre normatif à tous les niveaux. Ce qui est important aussi ici dans ce décret BACS, c'est que on va avoir 3 étapes. Donc d'abord, collecter les informations, pouvoir faire un audit énergétique de la consommation du bâtiment. Venir faire ensuite une évaluation de l'efficacité énergétique et détecter les opportunités d'économie pour mettre en place des actions à vue de supprimer le gaspillage et enfin piloter les équipements de manière centralisée. Donc on parle bien de gestion technique du bâtiment qui va être centralisée. Historiquement, on travaillait en GTC, c'est-à-dire gestion technique centralisée où on fonctionnait par îlot. Chaque expert du bâtiment, c'est-à-dire la plomberie, l'éclairage, le chauffagiste, venait avec son cahier des charges et pilotait son scope et se limiter à cette gestion très ciblée. Maintenant, on rassemble sur un même point central, donc sur une GTB, tous les postes d'usage du bâtiment pour optimiser les consommations, quelles qu'elles soient. On parle bien de la CVC, de l'éclairage, de l'eau, des stores, mais aussi voilà, tout ça de manière centralisée sur un même écran. Donc, ce décret BACS, il est pas nouveau, hein. Le premier, il date de 2000, mais c'était pas forcément connu par tous. La nouveauté, c'est qu'il a été révisé depuis le 7 avril 2023 et qui s'étend désormais aux bâtiments tertiaires d'environ 1000 m². Donc là, on change radicalement d'échelle parce que presque tous les bâtiments tertiaires sont soumis à l'obligation.
Donc c'est un enjeu majeur parce que, comme l'a dit Frédéric, seulement 6% du parc tertiaire est équipé de gestion technique du bâtiment et de systèmes de régulation. Donc maintenant, ce qui est aussi important, c'est que donc le 8 avril 2024, c'est la date à laquelle les bâtiments neufs équipés d'un système dont la puissance nominale utile, c'est-à-dire le chauffage, la clim, la ventilation, supérieure à 70 kW, sont soumis à l'obligation parce que le permis de construire a été déposé 1 an après la parution du décret BAX de 2023. Le 1er janvier 2025, donc là ici on a mis le 31 décembre 2024 vraiment pour faire comprendre qu'il y a une urgence à agir. 1er janvier 2025, date butoir à laquelle les bâtiments existants donc de rénovation dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW devront avoir mis en place ce système. Et 31 décembre 2026, date butoir à laquelle les bâtiments existants comme neufs, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, devront avoir mis en place ce système et mis en œuvre des inspections obligatoires. Donc oui, certains diront, pour les bâtiments existants, il y a une exemption qui peut être accordée si le retour sur investissement dépasse 10 ans. Dans tous les autres cas, il sera nécessaire d'avoir un système mis en place et le décret requiert aussi des inspections régulières tous les 2 à 5 ans. C'est quelque chose qui est assez important et je vais revenir sur ce point-là. Donc, que demande le décret BAX? Un des aspects essentiels des dispositifs de GTB, c'est vraiment leur capacité à interconnecter tous les systèmes. Ce que j'ai expliqué précédemment. Donc, par exemple, la GTB, elle peut lier le chauffage, la ventilation, la clim, tout ça au système d'éclairage pour optimiser l'efficacité énergétique. Et si les capteurs détectent, par exemple, qu'une pièce est inoccupée, le système peut éteindre automatiquement l'éclairage et ajuster le chauffage ou la clim pour économiser l'énergie. Donc, pour garantir cette interopérabilité qui est vraiment clé dans le décret BAX et pour garantir une efficacité optimale, les systèmes de GTB doivent adhérer à des normes et des protocoles spécifiques. Donc, nos systèmes, je rentrerai dedans dans le détail juste après. Les protocoles les plus communément utilisés vont être BACnet, KNX, notamment pour le smart lighting, tout ce qui est éclairage, Loanworks, Modbus. Tous ces protocoles, ils permettent aux différents composants de systèmes de GTB de communiquer efficacement entre eux avec d'autres systèmes du bâtiment. Donc, on parle d'une gestion du bâtiment centralisé. On va aussi parler de cette interopérabilité, du fait qu'il est essentiel de conserver les données énergétiques mensuellement pendant 5 ans. Donc, toutes les informations peuvent être remontées dans le cloud. Et voilà, on a, comme je l'expliquais, plusieurs classes plusieurs classes de consommation de performance énergétique au sens de la norme ISO 52120-1. Donc, il y a des aides, comme l'expliquait Frédéric. Dès lors qu'on parle du décret BAX, on parle aussi des subventions financières, des certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est la fiche CE-BAT-TH 116 qui est la fiche d'opération standardisée pour les GTB. C'est vraiment la fiche qui permet aux bâtiments tertiaires existants depuis 2 ans de financer la mise en place d'un système de GTB de classe A ou B. Donc, je ne suis pas rentrée dans le détail des classes, mais pour faire simple, classe D, il n'y a pas de pilotage, on est vraiment sur un système
qui n'est pas contrôlé, pas piloté. Classe C, c'est le niveau minimum attendu pour être en conformité avec le décret BAX. Donc ici, c'est la référence du minimum nécessaire et attendu pour le décret BAX. Là, on va avoir comme suffisance d'avoir un on-off et d'avoir un système avec des contacts secs pour faire le pilotage du bâtiment. Ensuite, plus on va être dans la finesse du pilotage du bâtiment, plus on va être proche de la classe A. Donc en classe B, on est sur une régulation, une GTB avancée. Et en classe A, on va faire ce qu'on appelle du zoning. On va être sur une régulation, une GTB à fort rendement énergétique. Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est que ces certificats d'économie d'énergie, ils permettent d'avoir une prime pour l'acquisition d'un système de GTB. Donc, on multiplie par 2 quand on est sur du neuf et par 1,5 quand on est sur de la rénovation. Voilà. À partir du 1er janvier 2024, il va y avoir des contrôles par contact qui vont être effectués pour l'ensemble des opérations avant leur dépôt, qui inclut la vérification de l'existence d'un système de GTB installé, le secteur d'activité du bâtiment concerné. Donc, on a les bureaux, tout ce qui est enseignement, les commerces, hôtellerie, restauration et la santé, et l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux. Donc ici, on exclut les surfaces gérées par le système concernant les entrepôts de logistique, les réserves, les entrepôts frigorifiques ou non et les locaux de stockage de la fiche GTB. C'est des nouveautés de janvier 2024. Donc voilà. On avait, pour ceux qui connaissent, j'imagine beaucoup ici, cette validité jusqu'à fin 2023 et ça a été prolongé de 6 mois. Et ce qui est important de savoir, c'est que il faut bien signer la fiche T2E au moment du passage de la commande. Voilà. Donc tout ça pour dire que entre le décret tertiaire et le décret BAX, il y a vraiment un momentum ici pour gagner des projets, une aide du gouvernement pour valoriser les investissements en GTB de classe B et A, appuyés par la bonification gouvernementale. Et comme vous pouvez voir ici, on est sur des gains thermiques et des gains électriques qui sont conséquents selon la gamme, selon la classe de GTB. Voilà. Donc voilà le rétroplanning de la bonification. Aujourd'hui, on est le 26 janvier 2024 et 30 juin 2024, on aura la fin de la bonification. Il est nécessaire de passer par toutes ces étapes pour bénéficier de cette bonification. Et pour vous donner un petit peu des idées sur les primes C2E accessibles, voilà, ici, on a pris comme référence une surface de 10 000 m² en région parisienne. Donc, c'est la zone H1 avec un pilotage du chauffage et de la climatisation. Et on parle d'une installation de GTB 9, donc une bonification multipliée par 2. Voilà, vous pouvez avoir une idée ici des primes qui sont conséquentes en fonction des différents projets. Et ce que j'ai pas souligné, c'est qu'on a une équipe chez Schneider Electric qui est prête à vous soutenir dans vos projets. Et Schneider a des partenariats avec les différentes instances pour vous aider à obtenir ces primes et vous accompagner dans vos projets. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail des solutions qui sont mises en place pour répondre au décret BAX pour le pilotage énergétique des bâtiments.
Donc, on a dans la famille EcoStructure 3 étages, 3 étages d'offres qui sont disponibles chez Schneider Electric. On commence par les capteurs qui vont être les différents éléments qui vont surveiller les divers aspects de l'environnement du bâtiment, qu'on vient mesurer la température, on vient contrôler l'humidité, l'éclairage, la présence des occupants, par exemple. En deuxième couche, ici, on a tout ce qui est la supervision, avec des systèmes que vous connaissez certainement comme EcoStructure Building Operations, qui viennent aider à prendre des décisions sur la base des données fournies par les capteurs en déclenchant des actions appropriées pour maintenir les conditions souhaitées dans le bâtiment. On a aussi les actuateurs qui vont permettre de mettre en œuvre les décisions prises par les contrôleurs en modifiant le fonctionnement de systèmes physiques tels que le chauffage, la ventilation et la clim, par exemple. Et enfin, tout ce qui est interface utilisateur, qui vont permettre aux occupants et aux gestionnaires du bâtiment de surveiller et d'ajuster les paramètres de la GTB. Donc, on a fait un effort particulier en 2023 pour vous aider à répondre vraiment à ces différents décrets. Et je vais, dans le peu de temps qui me reste, vraiment me concentrer sur ces nouvelles solutions qui sont EcoBax, un système de supervision, un service d'abonnement qui permet de répondre à la fois au décret BAX et au décret tertiaire en gérant tous les usages pour tous les bâtiments tertiaires. On a aussi la calimétrie de l'énergie qui répond au décret tertiaire avec EcoStructure Energy Hub et EcoCVC qui va être tout l'étage de mesure et de régulation de la CVC. Juste pour expliquer rapidement, on a ces solutions. Donc, on a KNX, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui vient vraiment aider pour tout ce qui est smart lighting, donc tout ce qui est éclairage. EcoBax, qui s'adresse aux bâtiments entre 1000 et 5000 mètres carrés, qui sait faire à la fois un site unique, mais aussi du multisite, qui va être un service d'abonnement qui vient répondre à la conformité du décret BAX et tertiaire. On a EBO que vous connaissez certainement qui répond à tous les sites dès lors qu'on est sur du projet et des solutions, des bâtiments qui requièrent quelque chose de plus sur mesure. Et on a IMP qui est ici aussi une réponse au décret BAX et tertiaire sur tout type de bâtiment dès lors qu'on est bien souvent sur du retail ou sur des sites qui vont être des duplicats. C'est-à-dire qu'on est on passe du temps sur une chaîne de magasins, admettons chez McDonald's, et on va pouvoir répliquer à toutes les chaînes de magasins un système de pilotage similaire selon les bâtiments, toute la chaîne. Donc je viens ici vous expliquer voilà, la solution qu'on a mis en place pour tout ce qui est la distribution. Donc, on vient ici avec une solution Space Logic EcoCVC, un pack gestion de la CVC qui va être plug and play paramétrable et vraiment vous aider à ce que le bâtiment soit en conformité pour le décret tertiaire. On a mis dans une boîte le nécessaire pour 5 applications. On a un choix de 5 applications de climatisation, 6 applications de chauffage et comme vous pouvez le voir ici, le nécessaire pour répondre aux demandes de clients qui vont être une gestion automatique de la production, faire des économies d'énergie. Ça ne va pas nécessiter de programmation. On est vraiment sur un système qui
où il y a des modifications qui sont simples pour le paramétrage. On a la possibilité de faire des gestions horaires de la CVC en fonction de l'occupation ou non du bâtiment ou des zones de bâtiment. On a la possibilité dans le HMI, pardon, de garder un historique des tendances. On est sur un positionnement très concurrentiel et un retour sur investissement rapide. Et voilà, donc c'est une offre plug and play qui est vraiment dédiée aux petites installations, avec des outils de paramétrage conviviaux, des outils de test tels que eCommission qui sont là pour vraiment être simples d'utilisation. C'est une solution qui est disponible chez les distributeurs et qui permet de gagner jusqu'à 40% d'efficacité sur l'ingénierie. C'est 50 fois plus rapide qu'une solution classique pour la mise en service et jusqu'à 20%, on gagne jusqu'à 20% d'efficacité de l'installation et du câblage. Donc, qui est la cible? Les mairies, les petites écoles, les petits bureaux, les petits hôtels, les gendarmeries, chaufferies pour logement collectif. Tout ce monde-là est confronté aux augmentations de l'énergie. Et donc, l'offre EcoCVC est une offre paramétrable, plug and play, destinée aux installations et aux installateurs locaux et régionaux, qui vient répondre aux décrets tertiaires en alliant à la fois une solution qui permet de réduire la consommation énergétique des bâtiments et une solution qui est très simple. Voilà, et donc vous pouvez voir les applications qui vont être chargées dans le contrôleur IHM ici, dans l'écran associé, et la lecture des réglages et le réglage des paramètres qui va venir se faire via l'opérateur HMI sous forme de menu textuel et arborescent en texte clair, et tout ça en français. Donc ça, c'était la première solution qui est vraiment du hardware pour la CVC. La deuxième solution, c'est un service d'abonnement qui s'appelle EcoBax. Encore une fois, pour le modèle diffus, on est sur le juste nécessaire de la GTB, qui vient piloter avec avec des contacts secs les différents postes de consommation d'énergie et qui est une solution, encore une fois, un service d'abonnement qui vient aider les propriétaires du bâtiment à être en conformité avec le décret BAX. Donc, qu'est-ce que ça comporte? On parle d'un service d'abonnement avec un coffret pré-câblé, un accès à distance qui permet, avec des tableaux de bord sur mesure, de faire le pilotage de son équipement, des services d'expertise et de suivi assurés par l'équipe Schneider Electric pour la performance dans le temps, et des sondes sans fil préconfigurées pour une installation simplifiée. Donc, je vois qu'il me reste 5 minutes. Vraiment, là, c'est le service d'abonnement pour faire des économies d'énergie, le juste nécessaire pour être en conformité avec le décret BAX, et un service d'abonnement parce que le client aime être autonome, mais il a besoin d'être accompagné. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important dans la démarche. Et ici, vous pouvez voir tout ce qui est disponible avec l'offre EcoBax. Dès lors qu'on rentre dans une solution qui va être une solution répétitive, on rentre dans tout ce qu'on appelle IMP, qui va être une solution multisite. On fait un site de référence et ensuite on est capable de répliquer à la chaîne tous les systèmes de GTB. Je suis désolée, j'ai vu qu'il me restait 5 minutes, donc je vais aller un petit peu rapidement. Une solution toujours en conformité, décret BAX, décret tertiaire, qui permet de gérer un portefeuille de sites avec une visualisation des différents postes de consommation, un contrôle à distance, et surtout des services pour vous aider à une meilleure consommation.
tout ça, c'est la gestion de la vie du bâtiment, le pilotage. On a aussi une solution pour le marché tertiaire, pour la calimétrie de l'énergie. Donc, dès lors qu'on vient un peu plus dans le métier de l'énergie manager, on va avoir besoin aussi de la solution EcoStruxure Energy Hub, qui est un logiciel, encore une fois, basé sur l'abonnement qui simplifie la gestion de l'énergie des bâtiments, que ce soit en monosite ou en multisite. Tout ça, toutes ces différentes solutions ont été pensées pour une facilité d'installation, des solutions qui sont intuitives et rapides à rentabiliser. Donc ici, on a des capteurs qui vont venir, alors c'est un système ouvert hein, toujours, on va venir prendre toutes les mesures de l'énergie, on va jumeler les appareils et les connecter sur nos passerelles et ça va nous permettre de surveiller, d'obtenir des informations en instantané sur la consommation de l'énergie et surtout sur les pertes d'énergie et comment maximiser l'énergie et voir un petit peu la disponibilité. C'est quelque chose qui va être essentiel dans le sujet qu'Étienne va aborder juste après sur la flexibilité. Et donc, on a 3 systèmes de services complémentaires, mais à différents niveaux selon le besoin du client, que ce soit un niveau minimum de surveillance avec Essential, plus de visualisation, une meilleure optimisation pour tout ce qui est Advanced et un service Advanced Plus où on va avoir une maximisation de la durabilité, les économies et la résilience dans l'énergie. Voilà, je ne rentrerai pas sur le témoignage client, on n'a vraiment pas le temps. Tout ça, c'était des solutions qui sont des solutions simples, rapides à mettre en place, avec des retours sur investissement qui sont très rapides. Et pour répondre aux décrets, que ce soit décret tertiaire pour la solution éco-CVC ou le décret tertiaire et le décret BAX pour tout ce qui est les différents systèmes de supervision que j'ai pu vous présenter, qui sont EcoBax, IMP et Energy Hub. Maintenant, il n'empêche que sur certains projets, pour certains clients, il y aura besoin de faire du sur-mesure, il y aura des besoins de pilotage avancé, et donc on a toujours EcoStruxure Building Opération dès lors qu'on est sur un besoin un peu plus complexe. Donc voilà, je passe rapidement parce que je crois que j'ai plus le temps et tout ça, tous nos différents systèmes de supervision sont accompagnés de services parce que, comme je vous le disais précédemment, on va avoir des contrôles réguliers de la part des instances pour tout ce qui est décret BAX, avec des contrôles tous les 2 à 5 ans. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'installer un système de GTB, il y a vraiment un accompagnement à faire dans le temps, mais aussi avec toutes les informations qui sont remontées, le besoin de faire évoluer les solutions. Donc, on a aussi des contrats de maintenance autour des différents systèmes de supervision que je vous ai présentés. On a des contrats standards pour les grands bâtiments non connectables à Internet, des contrats digitaux avec Building Advisor et voilà. Après, on va avoir du monitoring et du contrôle à distance pour tout ce qui est les bâtiments petits et moyens répétitifs, avec, voilà, selon la solution choisie, différents niveaux d'accompagnement. Voilà, c'est vraiment essentiel voilà, de vraiment étudier le besoin client, ne pas faire de la data pour de la data, mais venir accompagner le besoin du client en fonction voilà, de ses impératifs et de son projet. Voilà, je suis allée très rapidement. Tous les slides seront disponibles. J'ai mis aussi le nom des différents gérants d'offres
pour chacune de ces offres et je passe la main à Étienne Latimier de l'ADEME pour vous parler des développements des flexibilités électriques. Caroline, tu as eu beaucoup de questions dans le chat, là, si tu peux y répondre. D'accord. Merci. Oui, Merci Caroline. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc Étienne Latimier, effectivement de l'ADEME. Je travaille service électricité renouvelable et réseaux, donc travaillant sur la massification de l'intégration des renouvelables dans le mix électrique et leur intégration sur le réseau. Je vais passer rapidement moi, hein. Le but de ma présentation là, c'est de vous faire une introduction un peu rapide sur le potentiel de la flexibilité qui offre, Frédéric l'a dit, qui peut offrir un complément de rémunération en offrant des services au système, au réseau électrique. Alors je vais passer un peu vite, mais j'ai des slides avec pas mal d'informations dedans. Vous les aurez de toute façon après, ils vous seront communiqués et les études que je vais citer sont référencées, donc vous pourrez aller dans la librairie de l'ADEME pour vous renseigner un peu plus en détail si ça vous intéresse de creuser. Donc pour recontextualiser rapidement, donc voilà, on a un système électrique qui est exploité de manière à garantir un équilibre entre l'offre et la demande. Historiquement, on adaptait plutôt la production à la consommation électrique, sauf que le développement des énergies renouvelables qui amène une certaine variabilité dans cette production nécessite de développer des nouveaux modes de contrôle de l'équilibre entre l'offre et la demande, et en particulier de gérer différemment la demande électrique. Hop, c'est à moi de passer. Donc la flexibilité électrique, pour la présenter rapidement, elle se présente sous deux manières. Donc il y a le volet modulation à la baisse, qu'on va appeler effacement. Donc pour un bâtiment, ça consiste à décaler la consommation, baisser la puissance appelée pour certains usages, principalement autour de la chaleur, sur le chauffage ou le chaud sanitaire par exemple. Ou utiliser pourquoi pas une solution de stockage pour approvisionner partiellement ou totalement l'électricité lors d'une période où on demande un effacement. Et à l'inverse, il y a la modulation à la hausse, donc là pour le coup qui consiste à aider à absorber un pic de production et à profiter d'électricité bon marché sur le réseau. Donc là, le but étant encore une fois de décaler la consommation, mais pour augmenter sa consommation sur une plage donnée. Qui peut, si on refait le lien avec la solution du stockage, qui peut être le moment de charger cette solution de stockage pour pouvoir s'approvisionner en électricité dans un second temps lorsque celle-ci remonte. Deux types de valorisation de la flexibilité. On parle de flexibilité implicite quand celle-ci est boostée par une tarification électrique qui va inciter à consommer sur des plages tarifaires avantageuses. Donc là, pour le coup, on passe généralement par un fournisseur d'électricité qui permet d'aider à un décalage de consommation, de pouvoir faire des économies en consommant une même quantité d'électricité, mais dans une plage tarifaire plus intéressante qui est incité du coup par éviter des congestions sur le réseau, de manière à éviter un investissement sur le réseau pour approvisionner un pic de consommation qui ne passe pas actuellement sur les infrastructures. Autre possibilité, la flexibilité explicite. Donc là, pour le coup, elle est provoquée par un signal direct qui est envoyé de manière à piloter la consommation. Donc là, c'est souvent géré lorsqu'on est à l'échelle d'un bâtiment du tertiaire par un agrégateur qui va se charger de mutualiser les capacités de flexibilité et donc les capacités d'effacement des bâtiments, de manière à pouvoir se rémunérer sur les marchés qui sont opérés par le gestionnaire du réseau de transport, qui est RTE, qui est le garant de l'équilibre entre l'offre et la demande, de manière du coup l'agrégateur de se rémunérer sur ces marchés-là et de faire profiter cette rémunération à ses clients qui ont modulé la puissance de leurs installations. Euh, un autre point un peu
de définition autour de ce qu'on appelle le gisement. Donc là, je vous ai mis un lien vers une étude qui a été réalisée en 2017 sur évaluer le potentiel d'effacement dans l'industrie et dans le tertiaire en France. Donc il y a deux types de gisements qui sont évalués dans cette étude et qu'on va présenter là assez rapidement. Donc il y a le gisement technique. Donc le gisement technique qui correspond à une estimation du maximum de capacité techniquement effaçable sur les différents procédés effaçables à un instant T dans chaque secteur, mais qui ne prend pas en compte les contraintes économiques. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre en considération la rentabilité de l'investissement pour réaliser cet arrêt, cet effacement. On considère vraiment juste une puissance qui est effacée. Contrairement au gisement technico-économique, où là, pour le coup, on va estimer la puissance valorisable en fonction de la rémunération qui est accordée à cet effacement, et donc aux contraintes de rentabilité économique liées aux investissements et aux coûts opérationnels de mise en œuvre de ces flexibilités. Donc pour entrer très rapidement dans le détail de cette étude, mais c'est plus pour donner un peu une idée de grandeur des chiffres. Donc vous avez là le gisement technique en France métropolitaine qui avait été évalué à gauche sur la côté industrie, à droite sur le côté tertiaire. Et vous avez trois durées d'activation présentes, donc des activations de 30 minutes d'effacement consécutif, 2 heures ou 8 heures. Donc pour juste donner un ordre d'idée au niveau des chiffres, donc si on se concentre sur une activation de 30 minutes, on a un scénario de référence qui cumule à peu près 8,2 gigawatts de potentiel d'effacement sur 30 minutes. Industrie et tertiaire confondus, on voit que c'est plus sur la partie industrie, ça représente plus. Donc pour mettre en perspective ça, si on regarde les objectifs de la PPE là, qui est en train de se terminer, on est en train de revoir la nouvelle PPE, mais la PPE qu'on a appelée PPE 2 là, de 2019 à 2028, les objectifs de capacité de défacement de consommation électrique étaient ciblés à 4,5 gigawatts pour 2023 et 6,5 pour 2028. Bon, là, on parle quand même de gisement technique, donc ça veut dire qu'on ne regarde pas la valorisation, hein, on regarde juste le potentiel d'effacement à un instant T. Et donc, bon, voilà, pour passer rapidement, on voit que ça diminue plus le temps d'activation est long. Simplement, par exemple, si on regarde, si on illustre simplement avec des data centers, par exemple, quasiment la moitié de la consommation électrique correspond à la consommation des groupes de production de froid nécessaires pour le refroidissement des serveurs. Si on a des temps d'activation longs, on a des contraintes sur l'échauffement des locaux et donc des serveurs, et donc ça nuit à la sécurité et au fonctionnement de ceux-ci. Donc c'est pour ça que on voit simplement que si on a des temps d'activation plus longs, on diminue ce gisement. Je vais passer très rapidement sur le gisement technico-économique, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment la ventilation se fait derrière. Donc le but de cette prise en compte des contraintes économiques, c'est de pouvoir classer en fonction d'une valorisation de l'effacement où se trouve le gisement. Donc ça veut dire à quelle hauteur il faut rémunérer l'effacement pour que le gisement soit accessible en quelque sorte, pour pas qu'on perdre de l'argent à la mise en œuvre de ces effacements. Donc là, je vous ai présenté les chiffres sur le temps d'activation de 30 minutes. Il y a trois scénarios, on va se concentrer sur le scénario de référence qui est au milieu. Donc voilà, pour vous montrer qu'il y a une ventilation en fonction de la rémunération. Donc si vous arrivez bien à lire, donc la ventilation c'est tout à gauche c'est inférieur à 30 euros du kilowatt par an et tout à droite c'est supérieur à 100 euros du kilowatt par an. Et on voit la répartition avec un détail pour le tertiaire et l'industriel. On voit que l'industriel a tendance à être rentable avec une valorisation plus faible, donc être accessible à plus bas coût, tout simplement parce que en fait, l'industriel concentre une capacité effaçable plus grosse, donc on a moins besoin d'investir et d'équiper pour piloter, pour activer une même capacité d'effacement. Voilà pourquoi dans le tertiaire, on a tendance à devoir chercher une valorisation, une rémunération qui est plus haute pour valoriser l'effacement. Donc je vais passer sur quelques études, quelques expérimentations qui ont été faites côté ADEME.
Donc le premier sur lequel je vais passer un tout petit peu plus de temps, c'est un projet qui est un peu récent qui visait à tester la flexibilité dans le tertiaire, plus précisément dans le tertiaire neuf. Donc ça veut dire qu'on se place dans des bâtiments qui sont équipés, qui sont déjà isolés, qui sont aux normes de la maîtrise de l'énergie, et on regarde s'il y a une valorisation complémentaire et quel cadre opérationnel mettre en œuvre pour pouvoir réaliser de la flexibilité, donc apporter un complément de rémunération à ces bâtiments. Donc c'est une expérimentation qui a été faite sur 5 bâtiments neufs, des bâtiments de bureaux ou d'occupation mixte. Et donc le but était d'appliquer de la flexibilité implicite. Donc là, c'est une tarification dynamique. Donc c'est aller chercher de la rémunération sur une baisse de consommation, c'est un décalage de consommation pour aller vers une plage moins onéreuse. Donc les apports qu'on a vus, enfin, les résultats qu'on voit, c'est déjà que en fait, la baisse de consommation annuelle pour le chauffage qui est déplacé, elle est très faible. Parce qu'il faut rappeler qu'on est dans des bâtiments qui sont optimisés, donc ça veut dire que les gisements sont assez faibles, dans le sens où on est déjà optimisé d'un point de vue chauffage, donc on a assez peu de consommation à déplacer. Donc on voit qu'en fait, la consommation qu'on ne fait pas pendant les périodes d'effacement, elle est rattrapée, on va dire, quelque part derrière avec l'effet rebond. Ce qui fait que d'un point de vue gain financier sur la facture d'électricité, c'est assez faible parce que la consommation, elle est quand même là. Il n'y a pas réellement d'économie réalisée sur la part énergie. En revanche, sur la part puissance, c'est intéressant parce qu'on voit que les effacements sur les périodes d'effacement d'une heure qui sont réalisées permettent d'effacer 70 à 75% de la puissance. Donc ça veut dire que c'est un vrai apport vis-à-vis du réseau. Euh, donc voilà, l'idée c'est de se dire que c'est pas parce qu'on a un bâtiment optimisé qu'on n'a plus rien à faire d'un point de vue flexibilité. Ça reste intéressant d'un point de vue réseau, même si c'est difficile à valoriser uniquement sur la facture d'électricité. En revanche, ce qui ressort, c'est que il n'y a pas eu besoin de faire d'investissement particulier pour réaliser de la flexibilité parce que c'est un bâtiment neuf qui était équipé de GTP moderne et on a pu utiliser les outils qu'on utilise traditionnellement pour faire la maîtrise de l'énergie pour faire de la flexibilité. Donc ça veut dire que c'est un gain qui est assez faible d'un point de vue financier mais qui s'est réalisé sans investissement complémentaire. Le projet que je vais présenter derrière, donc ça fait partie des gros projets qui ont été réalisés au cœur des années 2010 sur la mise en place des smart grids. Il y a quelques projets assez larges qui ont été faits et qui ont permis vraiment de cadrer beaucoup de choses sur ces développements-là. Donc celui-ci, Smart Electric Lyon, qui était un gros projet, donc lancé en 2012, qui a fédéré plus d'une vingtaine de partenaires, des industriels, des acteurs du monde universitaire, et dont l'objectif était d'élaborer avec les citoyens, entreprises et les communes donc de la métropole de Lyon les outils qui permettent à chacun de devenir acteur de la consommation énergétique au quotidien. Donc le but était de mettre en œuvre des effacements de 2 heures, le matin et l'après-midi, et d'utiliser des signaux économiques avec ou sans pilotage. Donc là encore, on va aller rechercher une économie sur les factures, mais c'est pas uniquement sur le côté implicite parce qu'on peut faire aussi un pilotage direct pour valider et sécuriser, on va dire, l'effacement et le déplacement de la consommation. Donc là, pour le coup, on n'était pas dans le neuf, donc on a apporté de la maîtrise de l'énergie en plus de la partie flexibilité. Donc en fait, il y a eu des grosses économies d'énergie qui ont été effectuées, mais qui a été apportées principalement pour le côté maîtrise de l'énergie. Et on a pu également valider les gains qui sont faits en termes de puissance sur les plages d'effacement réalisées. Environ 30% qui étaient faits en termes de puissance. Et on valide également le fait que, on le savait, il y a une puissance enfin, il y a un rebond énergétique qui est fait derrière, et qui est encore plus marqué quand on est dans des bâtiments qui ne sont pas optimisés, donc des bâtiments qui ne sont pas neufs. Et donc là, on voyait que la puissance maximale de rebond après des effacements de 2 heures était même supérieure à la puissance qui était effacée.
Donc ça peut être très intéressant pour passer une contrainte très précise sur le réseau, mais que ça peut créer une autre contrainte juste derrière. Donc on va dire que l'enseignement, c'est que des effacements de 2 heures sur ces bâtiments mal isolés, c'est des effacements qui peuvent être considérés comme trop longs. Surtout qu'en plus, on ne respectait plus les consignes de confort en termes voilà, de confort thermique à l'intérieur du bâtiment. Ça va cependant, voilà, l'intérêt qu'on peut avoir vis-à-vis du réseau, intérêt économique, et un décalage de consommation qui peut être bénéfique aussi sur la facture, même si il peut rester un petit peu limité. Alors le projet suivant, enfin, voilà, c'est un autre projet Smart Grid. Il est un peu plus orienté sur la validation technique. Donc je vais y passer très vite, mais ce qu'il faut voir, c'est que les constats sont à peu près les mêmes. Et je vais arriver directement du coup sur les bilans pour passer vite et ouvrir la séquence de questions. Donc les bilans, voilà, on en a parlé. On a des économies d'énergie qui sont assez faibles, de l'ordre de 1 à 10% sur les usages thermiques quand on est dans un bâtiment déjà optimisé. Par contre, avec des activations et des activations limites de puissance qui permettent d'avoir un effet assez fort sur le contrôle de la pointe de consommation. Donc, sur le côté valorisation, donc la valorisation, on a vu que dans l'industrie, en fait, c'est une valorisation qui est déjà faisable via les mécanismes existants, donc en fait, qui va permettre d'apporter un complément de rémunération sur le fait de s'effacer, en plus des économies qu'on peut faire sur la facture d'électricité, donc ce qui va permettre de justifier encore plus ce pilotage de la consommation. En revanche, dans le tertiaire, où c'est difficile d'avoir un gisement qui est suffisamment élevé pour aller sur ces mécanismes-là, il faut passer par des agrégateurs pour essayer de mutualiser au maximum et de générer du coup cette rentabilité complémentaire. Il y a aussi un besoin de sensibilisation qui est important parce que bon, à partir du moment où il y a plusieurs acteurs qui doivent rentrer en jeu et qu'il faut souscrire à des offres particulières, il y a un besoin de sensibilisation à faire également. Euh, Après, il y a bon, l'apport pour les consommateurs résidentiels, je vais passer assez rapidement, mais il y a une question d'accessibilité, d'acceptabilité. Il y a une question sur voilà, l'inclusion numérique. Il y a des questions aussi des bénéfices qu'on peut avoir sur la capacité d'augmenter le taux d'autoconsommation. Et il y a des enjeux pour le système qui sont importants et dont ça me permet de faire le lien avec les défis. Les défis étant de faire profiter au maximum les usagers de ces bénéfices sur le service, sur le réseau. Et donc, en gros, le but, c'est de développer les défis d'un point de vue économique. Ça va être de développer des offres, des services qui permettent de valoriser au maximum et d'avoir une rémunération pour la puissance effacée en plus de la rémunération sur une facture. Il y a donc tout le défi sur la modernisation des GTB, mais voilà, c'est quelque chose qui est en cours avec les décrets dont on a parlé précédemment. Et donc voilà, il y a pas mal de possibilités de valorisation complémentaires et notamment de descente à l'échelle locale pour pouvoir, en plus de participer à l'équilibre offre-demande sur le point de vue national, aussi le faire à l'échelle locale. Donc c'est des nouveaux marchés à lancer et c'est arriver à sensibiliser et à mutualiser et à embarquer avec soi l'ensemble des acteurs pour pouvoir procéder à ces marchés et les faire vivre. Voilà, donc je suis passé un peu rapidement. Si je vais rendre la main à Frédéric et puis on vous écoute si vous avez des questions. Peut-être qu'il y en a dans le chat, je regarderai. Merci Étienne. Alors, si tu peux juste me redonner la main ou avancer la slide. Alors, j'avance la slide. Hop. Hop. Voilà. Donc, en conclusion, vous avez vu que ces décrets, effectivement, aucun but, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment par le biais de l'économie d'énergie.
Ce qu'on vous conseille, c'est pour arriver à atteindre ces seuils obligatoires du décret tertiaire, c'est de procéder en 4 étapes, hein. D'abord, faire un audit de ce qui est existant, ce qui existe dans le bâtiment. Peut-être qu'il y a déjà une GTB qui est mal utilisée ou qui est mal paramétrée, où il faut revenir dessus. Peut-être qu'il n'y a rien. La deuxième étape, c'est évidemment de mesurer. Identifier les gaspillages ou les gisements d'énergie, donc par le biais de compteurs, commencer par les plus gros consommateurs et puis descendre ensuite sur les consommateurs un peu plus faibles. Et puis une fois que vous aurez identifié ça, commencez par agir, parce que mesurer, évidemment, c'est la première étape, mais derrière, il faut agir. Donc, ça peut être, grâce à la GTB, d'asservir le chauffage ou l'éclairage en fonction de la présence, en fonction de plage horaire, de réguler, comme on a vu, sa production d'eau, de chauffage. Et ensuite, derrière, pour être sûr de continuer à maintenir la performance dans le temps, c'est d'exploiter cette GTB en faisant, voilà, pendant plusieurs années, pardon. On vous a présenté pas mal d'offres, donc pour arriver à vous y repérer ou pour vous aider dans votre conception, on a un outil qui est, je vous ai mis un QR code là, qui est disponible gratuitement sur MySchneider Bureau d'études, qui vous permet de rédiger facilement des CCTP. Voilà, donc on a tous les lots, électrique, automation, etc. Mais si on est sur le Smart Building, vous pouvez choisir le lot qui vous intéresse, l'offre qui correspond à votre bâtiment, hein, que ce soit un petit bâtiment de quelques milliers de mètres carrés, un bâtiment beaucoup plus conséquent ou une chaîne de bâtiments comme on a vu. Et avec quelques clics, hein, vous définissez les options qui vous intéressent et ça vous génère directement le texte sous Word. Après, vous pouvez faire les copier-coller, l'importer dans vos documents de DCE. On va passer aux questions-réponses. Donc, on a commencé à répondre au fil de l'eau dans le chat. Est-ce que, Étienne, Caroline, vous voulez préciser quelques éléments de réponse là, par rapport à ce que vous avez écrit? Il y a eu une question sur la classe des GTB, la classe GTB, le niveau de classe de GTB qui était retenu en fonction des différents scores selon qu'on ait une CVC en classe A, un éclairage en classe B, et des stores motorisés notamment en là, il y en a pas. Mais l'idée, c'est que on retient toujours le niveau le plus bas pour la classe de GTB. Donc, si tout est en classe A, mais l'éclairage, admettons, est piloté en classe B, on retiendra le niveau de classe B. On retient toujours le niveau, la performance la plus basse pour la classe de GTB. Ça, c'était une première question. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a... J'ai essayé de répondre, mais il y a eu beaucoup de questions. N'hésitez pas à réécrire là, si vous voulez répondre à quelques questions qu'on aura oubliées. D'une manière générale, donc si vous devez vous équiper d'une GTB, faites attention à ce qu'elle soit compatible Flex Ready, on appelle ça, mais l'idée c'est qu'elle soit capable d'anticiper ou de prévoir plusieurs scénarios en fonction d'un signal type EcoWatt, hein, qui permettra de se mettre en repli ou de s'effacer un petit peu du réseau en fonction de la demande de RTE. Il y a un lien qui ne marche pas. Bon, on va vérifier tout ça, je vois dans le chat. Si vous n'avez pas de questions, merci pour votre attention pendant quasiment 1h30. On se retrouve dans un mois où on changera de sujet. Enfin, on est toujours sur la partie décarbonation, mais là, on va s'intéresser plutôt à la partie industrielle, concevoir l'usine de demain avec les bons outils. Je vois qu'il y a encore une dernière question. Hop.
Sur la détermination des classes de GTB, tu n'as pas la réponse, Caroline. Qui peut déterminer cette... Ça dépend du projet, hein. Ouais. Alors ici, moi, je me suis concentrée sur des solutions qui sont des solutions plutôt minimum pour les bâtiments tertiaires et pour répondre au décret Bax notamment. Maintenant, ça dépend du projet et du rapport investissement par rapport à résultat obtenu et le retour sur investissement et quel est le budget nécessaire. Comme tu disais, Frédéric, il y a quand même en premier lieu à faire un audit. On n'installe pas une GTB sans avoir fait l'audit et sans avoir parlé du projet. À moins que l'objectif soit simplement de répondre au décret Bax, et à ce moment-là, on oublie cette notion de classe. On fait le minimum nécessaire pour répondre aux exigences du décret. Maintenant, l'enjeu est quand même, puisqu'il y a un investissement, de faire du projet un investissement à long terme et quelque chose qui soit intéressant et rentable pour le propriétaire du bâtiment. Donc, c'est vraiment au cas par cas, je pense, hein. Voilà, généralement cette définition de classe de GTB est toujours en lien avec un audit énergétique qui a été réalisé. Donc souvent, c'est plutôt le bureau d'études spécialisé en audit là, qui fait ça. Mais si vous avez besoin d'accompagnement, on peut vous aider là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec le commentaire de Stéphane Lavirotte. Non, il n'y a pas d'attestation particulière pour définir qu'un bâtiment est conforme au décret Bax. Ou en tout cas, pas de certification nationale. Très bien. Bah, on va clore ce webinaire. Encore merci pour votre attention. Merci surtout aux participants d'avoir préparé et présenté leurs divers sujets pendant ce webinaire. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, puisqu'on est vendredi, et à très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir.